Julien est arrivé en vacances et va passer sa première journée au bord de l'océan. Sur le chemin de la plage, il passe devant le port. Surprise, les bateaux sont étrangement posés sur la vase. L'eau a disparu. En arrivant sur la plage, il est également étonné de voir la mer si loin du bord et se demande bien comment il pourra se servir du plongeoir planté au milieu du sable. Mais pour l'instant, la première envie de Julien est de faire un château de sable. En commençant sa construction, il ne se doute pas qu'il va bientôt découvrir le phénomène des marées. En effet, 2 fois par jour, la mer recouvre plages et rochers puis se retire. Ce mouvement est dû à la Lune. En tournant autour de la Terre, celle-ci attire en effet l'eau et fait varier fortement le niveau des mers et des océans. Le Soleil joue aussi ce rôle, mais de manière beaucoup moins importante. Par contre, tous les 15 jours, lorsque celui-ci a rendez-vous avec la Lune, leurs forces s'ajoutent et provoquent alors les grandes marées. Mais ce matin, la mer est basse et tout va pour le mieux. Au bord de la plage, le drapeau vert signale à tous que la baignade est autorisée. Pourtant, il est préférable de se mettre à l'eau dans la limite des zones balisées et surveillées par les maîtres nageurs. Pendant qu'il se baigne tranquillement, Julien ne s'aperçoit pas que la mer monte régulièrement. Mais sa tante, qui est restée au sec sur la plage, est obligée de reculer régulièrement les affaires de bain. La plage est un magnifique terrain de jeu et Julien s'en donne à cœur joie en compagnie d'un petit ami de rencontre. La tante de Julien lui a acheté une planche de bodyboard pour jouer dans les vagues. Il s'agit d'avoir le coup d'œil afin d'en choisir une, puis la prendre au bon moment et se faire transporter le plus loin possible. Julien a vite compris la technique et se débrouille finalement très bien. Mais pendant ce temps, la marée monte toujours et la plage se rétrécit à vue d'œil. Bientôt, une première vague, plus forte que les autres, atteint la muraille du château. Il est maintenant possible d'utiliser le plongeoir, mais il faut l'atteindre en nageant. Ce qui n'effraie pas notre ami qui a fait le pari de tenter son premier plongeon. C'est un peu plus impressionnant que prévu, mais Julien n'a pas fait tout ce chemin à la nage pour reculer au dernier moment. Mais tout à coup, Julien pense à son château et à l'eau qui monte encore. Il s'agit de faire vite pour tenter de le sauver. Hélas, il est déjà trop tard, et malgré les efforts du bâtisseur, la mer est la plus forte. Encore quelques vagues et la mer effacera la belle construction. Mais Julien reviendra en faire une autre demain, en prenant plus de précautions. Et de retour à la maison,
il comprend mieux pourquoi les bateaux étaient au sec ce matin et sont maintenant à flot. Ce matin n'est pas un matin ordinaire, car nous sommes un jour de grande marée. Julien, sa tante et son oncle veulent profiter de l'occasion pour aller à la pêche aux coquillages et aux crustacés. À marée basse, la mer découvre en effet de grandes étendues de sable et de rochers, recouverts d'algues et parsemés de flaques d'eau, où toutes sortes de petits animaux cherchent à se cacher. Parmi eux, voici l'arénicole, sorte de ver vivant dans le sable, et le bulot, qui essaie lui aussi de se dissimuler. Les crabes sont là aussi bien sûr et préfèrent se mettre à l'abri des mouettes et des goélands qui rôdent. Celui-là est un gros tourteau qui cherche désespérément un rocher sous lequel s'abriter, tandis qu'une petite araignée de mer préfère se dissimuler sous une couche d'algues. Avant que la mer ne se retire, certains animaux ont eu le temps de s'enfoncer dans le sable. Il faut donc les chercher avec une pelle ou un râteau. Julien vient ainsi de déloger un coquillage appelé coque. Les coquillages les plus faciles à ramasser sont sans aucun doute les bigorneaux. Ils sont à peine accrochés au rocher où ils vivent et Julien en fait une provision. Pendant ce temps, son oncle s'est aventuré un peu plus loin à la recherche d'un rare et curieux coquillage appelé l'ormeau. L'intérieur de sa coquille est joliment nacré. Autrefois, on s'en servait pour faire des boutons. Julien continue son aventure au milieu des rochers, car son oncle lui a dit que c'était là le meilleur endroit pour trouver des crabes. Oïs! Un peu d'énergie pour soulever ce gros bloc. Et voici une bonne surprise. Un gros tourteau faisait tranquillement la sieste dessous. Comme il l'a lu dans un livre, la bestiole a bien 4 paires de pattes et 2 grosses pinces pour se défendre et capturer ses proies. Julien est fier de le montrer à sa tante. Plus loin, un petit crabe appelé étrille se cache au fond d'une flaque. Pas de chance pour lui, la tante de Julien l'a aperçu et lui montre où il se cache. Le crabe dresse ses pinces en position de combat. Il essaie de se sauver, mais la lutte est inégale et il se retrouve vite au fond de l'épuisette. Julien commence maintenant à bien savoir se servir de son épuisette. Il la passe avec méthode sous les rochers à la recherche de crevettes. Celles-ci ont une carapace transparente, elles possèdent 10 pattes et deviennent roses après la cuisson. Il est temps maintenant pour Julien de montrer à son oncle et à sa tante tout ce qu'il a ramassé. Crevettes, coques, bigorneaux,
ormeaux, tourteaux et autres étrilles feront finalement un bon plat de fruits de mer pour le repas de midi. Au fait, il est grand temps de rentrer, car la mer remonte à toute allure. Grâce à des amis de son oncle, Julien a l'occasion d'embarquer sur un magnifique vieux gréement. C'est un ancien bateau de pêche, à la voile rénovée, et utilisé maintenant pour la croisière. Le temps pour chacun de poser son sac à bord et les voilà partis. La sortie du port se fait au moteur, car il serait bien trop difficile de manœuvrer avec les voiles au milieu des autres bateaux. Il y a en effet tellement de circulation qu'il faut même respecter des feux de signalisation pour passer la porte qui mène au large. Une fois le bateau sorti du port, on peut enfin hisser les voiles. Julien aide le capitaine comme il le peut en tirant de toutes ses forces sur un gros cordage appelé drisse. Vas-y, Julien. Vas-y. Lorsque la voile arrière est établie, on déploie la grand voile. C'est la plus grande et la plus lourde, et tout l'équipage doit mettre la main à la pâte pour arriver à la soulever. Julien partage la tâche avec les équipiers en maintenant un bout qui sera noué solidement. Il ne reste plus qu'à hisser la voile triangulaire de l'avant, appelée foc, pour que le navire, toute sa toile dehors, se mette à filer dans le vent. En mer comme sur la route, il existe un code qui précise les règles de navigation. Pour s'éloigner de la côte, le voilier doit par exemple passer entre des repères appelés balises. Les balises rouges et rondes doivent être sur la droite, les vertes et coniques sur la gauche. Le voilier file maintenant sur sa route et Julien, toujours très curieux, aimerait en voir l'intérieur. Dans le carré, le capitaine est justement en train de calculer le cap sur une carte marine à l'aide d'instruments comme le compas de relèvement et la règle. Ensuite, lorsqu'on a Après quelques heures de navigation, le voilier approche du but de la croisière. Il s'agit d'aller visiter un phare. Le bateau ne peut accoster, car la mer n'est pas assez profonde. Il faut donc mettre à l'eau un canot. C'est l'occasion pour Julien d'apprendre la godille, qui consiste à le faire avancer avec une seule rame. Ce n'est pas si facile qu'il n'y paraît. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvent au pied du phare. Julien se précipite à l'intérieur et entame en courant l'ascension de l'escalier en colimaçon. Ouf, pas facile d'arriver en haut. Il est accueilli par le gardien. Celui-ci lui montre le fonctionnement de la lampe et des prismes en verre qui permettent aux marins de voir le signal lumineux à plus de 40 km de distance. Du haut de son perchoir, Julien aperçoit également son voilier qui l'attend, sagement ancré dans la baie. Bientôt, il faudra le rejoindre
et prendre la route du retour pour arriver au port avec la marée montante. Aujourd'hui, Julien a décidé d'aller à la pêche sur le port. Il se rend d'abord à la coopérative maritime où il trouve tout ce dont il a besoin. Une canne à pêche, une épuisette qu'on appelle aussi avenot, quelques accessoires comme un faux poisson, du fil, des hameçons et un bouchon. Dès le petit matin, il règne une grande activité dans le port de pêche. Des chalutiers partent en mer, pendant que d'autres en reviennent. Un peu plus loin, sur les quais, des marins réparent les filets et les chaluts, pendant que d'autres repeignent les bateaux. Parmi les bateaux de pêche qui rentrent au port, certains ramènent des araignées de mer. La plupart d'entre elles ont été prises au filet et il faut beaucoup de patience pour les sortir des mailles sans arracher leurs pattes. Malgré le mauvais temps, Julien s'installe sur la jetée, là où la mer ne découvre pas le fond. Il a fixé un appât à l'hameçon et commence à pêcher. Il aimerait bien ramener une friture d'éperlan à sa tante et surveille le bouchon patiemment. Mais ça ne mord pas très vite. Pendant ce temps, un chalutier arrive. Julien, qui n'a pas beaucoup de chance à la pêche, est curieux de voir ce que rapportent les vrais pêcheurs. Parmi les caisses de poissons sorties du bateau, Julien est étonné par une énorme bête à la gueule terrifiante. C'est une lotte. Un peu plus loin sur le quai, il s'approche d'une caisse de rouget bien rangée. Il aimerait bien en rapporter à sa tante pour qu'elle les cuisine, mais c'est impossible. Tous les poissons et les crustacés sont chargés dans un camion pour être vendus à la criée. Quelques heures après leur capture, les poissons sont triés, étiquetés et entreposés dans de vastes hangars. À l'aube, les poissonniers viennent acheter les meilleurs lots lors d'une vente aux enchères. Le crieur annonce les prix de vente à toute vitesse et on lui répond par de petits signes de tête. Finalement, l'acheteur met son nom sur les bacs de poissons qu'il a choisis. Maintenant, le plus souvent, la vente se fait avec l'aide de l'informatique. C'est rapide, les prix s'affichent sur des écrans lumineux, mais c'est beaucoup moins drôle. On le fait là, donc si vous...
Le lendemain matin, en allant faire les courses chez le poissonnier avec sa tante, Julien peut enfin avoir les rougets dont il avait envie. Il n'a pas encore attrapé de poisson lui-même et il essaiera de faire mieux la prochaine fois. Mais heureusement tout de même que les pêcheurs sont là. Oncle Marc a offert un cerf-volant à Julien. Aujourd'hui, il y a juste assez de vent pour essayer son nouveau cadeau. Faire voler un cerf-volant n'est pas si facile qu'on le croit. Il faut être vigilant et le laisser aller tout en le retenant délicatement pour qu'il monte dans les courants d'air. Julien tire à droite, tire à gauche pour faire tourner le cerf-volant. Quelle belle figure! Mais attention, une mauvaise manipulation peut le faire tomber le nez dans le sable. Mais le voilà reparti pour faire des loopings dans les airs. Pendant ce temps-là, d'autres vacanciers profitent aussi du grand vent. Les planches à voile filent sur l'eau. Les voiles sifflent, claquent et l'eau gicle partout. Certains ont même envie de battre un record de vitesse au milieu des catamarans plus tranquilles. Après ce spectacle, Julien est très tenté lui aussi par la voile. Il décide de prendre des cours. Il faut amener le petit voilier qu'on appelle un optimiste sur la plage. Julien et son coéquipier apprennent d'abord à gréer le bateau. Ils installent la voile, plantent le mât à l'avant de la coque, puis vérifient et montent les poulies et les cordages. Maintenant, tout est prêt pour naviguer ou presque. Après avoir fait glisser l'optimiste dans la mer, nos deux futurs navigateurs se hissent non sans mal sur le bateau. Julien met en place la dérive, mais l'eau n'est pas assez profonde. Le but à présent est de faire avancer l'embarcation. Il faut orienter la voile en fonction de la direction du vent et surtout se faire tout petit lorsqu'il s'agit de virer de bord. Nos marins sont, semble-t-il, bien partis. Dans un premier temps, c'est l'équipier de Julien qui a pris la barre et qui dirige les manœuvres. Maintenant, Julien a envie lui aussi de prendre la barre. Il se sent maître à bord, tel un vieux capitaine au long cours. Nos deux navigateurs se sentent prêts pour un long voyage et rêvent presque de traverser l'océan à bord d'un grand voilier.
Christophe Colomb avait rêvé lui aussi et était parti sur une goélette comme celle-ci. Au cours des siècles et jusqu'à l'invention de la machine à vapeur, les hommes n'ont pas cessé d'utiliser le vent et de traverser les mers sur des voiliers de toutes sortes, tous aussi beaux les uns que les autres. Aujourd'hui, Julien est invité par un ami de son oncle à découvrir la pêche en mer. Il part avec Yvon, le marin pêcheur, relever ses casiers à homards et à crustacés. La veille, Yvon en a posé plusieurs et ce matin, il s'agit de les ramener un à un à la surface pour récolter les animaux qui se sont fait prendre. Chaque casier est relié à une bouée qui permet de le repérer facilement. Julien doit l'attraper avec un grand crochet. Yvon s'occupant ensuite de tirer sur la corde et de sortir le piège de l'eau. Dans celui-ci, une araignée de mer et un homard se sont fait prendre. Après avoir remis un poisson mort comme nouvel appât à l'intérieur du casier, Yvon le remet à l'eau et conduit le bateau vers le casier suivant. Pendant ce temps, Julien découvre avec curiosité le homard et sa jolie couleur bleue. Mais il ne faut pas perdre trop de temps, car Yvon a encore beaucoup de casiers à relever. Les casiers sont des pièges très efficaces pour capturer les crustacés. Mais il a fallu inventer d'autres techniques pour pêcher les poissons de mer, comme les dorades, les lieux jaunes ou les roussettes. En fait, la plupart des poissons de mer sont capturés dans un chalut. Un chalut est un immense filet tiré pendant des heures par le bateau. Des flotteurs maintiennent celui-ci ouvert et de lourds plateaux en fer raclent le fond sablonneux. Le marin pêcheur suit un parcours très précis. Il est aidé pour cela par un sondeur qui lui indique l'état des fonds marins et par un traceur qui lui indique la route à suivre. On dit alors que le chalutier fait un trait. Au bout de quelques heures de pêche, le chalut est remonté des profondeurs avec un treuil. Lorsque le chalut est complètement enroulé, apparaît la poche dans laquelle sont pris les poissons. Il ne reste plus qu'à ouvrir le filet et recueillir le fruit de la pêche. Le poisson est ensuite trié et le chalutier peut repartir pour un nouveau trait. Yvon a fini avec ses casiers et il relève maintenant ses filets. C'est un autre mode de pêche. Les filets très longs restent fixes et barrent le chemin des poissons qui viennent se prendre dedans.
Les filets sont relevés après une journée de pause. Mais là, à l'inverse du chalut, les poissons sont prisonniers des mailles. Pas facile de les sortir. Mais Julien fait de son mieux pour aider Yvon. Une fois sortis du filet, les poissons sont rangés dans des bacs avant d'être ramenés au port, où Julien retrouve le chalutier en train lui aussi de débarquer sa pêche. Ce matin, Julien a décidé de faire une balade sur le rivage pour compléter sa collection de coquillages, de galets et d'algues. Il s'est promis de les conserver comme un trésor en souvenir de ses vacances à la mer. En se promenant sur les rochers, Julien est attiré par une flaque d'eau à l'aspect bizarre. Au fond de l'eau, il aperçoit de petits cristaux blancs qui ressemblent à du sel. Il goûte pour vérifier. Et oui, il y a beaucoup de sel dans l'eau de mer. Mais au fait, comment fabrique-t-on le sel ? Eh bien, depuis très longtemps, les hommes ont inventé les marais salants pour extraire le sel de l'eau de mer. Ceux-ci sont de vastes étendues divisées en bassins peu profonds, creusés dans la terre, où l'eau pénètre par un canal d'alimentation grâce aux marées. Là, sous l'effet du soleil et du vent, l'eau s'évapore. Pour accélérer cette évaporation, on lui fait suivre lentement un parcours très précis dans des bassins successifs jusqu'au dernier où se forment enfin les cristaux de sel. Par très beau temps, il se forme une petite pellicule à la surface de l'eau. C'est la fleur de sel, un sel très parfumé, recherché par les fins gourmets. Ici, le sel est récolté à la main par les paludiers. Ailleurs, la récolte se fait le plus souvent avec des machines, une fois par an. Muni d'un grand râteau, le paludier, avec beaucoup d'adresse, ramène le sel cristallisé du fond jusqu'au bord du bassin pour en faire un petit tas. Le sel se récolte tous les jours de l'été s'il fait beau. Mais la pluie peut aussi arrêter le travail pendant plusieurs jours. Un peu plus tard, lorsque le sel est bien égoutté, le paludier le transporte sur un tas plus important. Au début de l'automne, il sera enfin stocké dans de grands hangars où il pourra sécher. Julien a retrouvé son oncle Marc et continue sa récolte de galets et de coquillages. Ils poursuivent leur quête près d'un creux de rocher rempli d'eau de mer envahie par les algues. Les algues sont de drôles de plantes aquatiques qui n'ont ni fleurs ni racines. Certaines flottent simplement dans l'eau, d'autres préfèrent s'accrocher aux rochers. Elles peuvent être de différentes couleurs, vertes, brunes ou rouges. Celle-ci ressemble vraiment à une feuille de laitue et d'ailleurs, on peut la manger en salade. Marc cueille une branche de fucus, une algue très commune. Julien joue à faire éclater les petits coussins d'air qui lui servent de flotteurs. Les algues, appelées aussi goémons, sont des plantes très intéressantes qui sont exploitées depuis longtemps comme le sel.
On les récolte à marée basse en les entassant rapidement dans les remorques avant que la mer ne monte à nouveau. Une fois séchées, ces algues peuvent être transformées en engrais ou sont utilisées pour faire des médicaments. Sans le savoir, nous en mangeons même assez souvent dans les glaces ou les flans. De retour à la maison, Julien trie tous les petits trésors qu'il a accumulés au cours de sa promenade. Il va essayer de faire un bel herbier d'algues séchées et multicolores. Au cours d'une promenade sur l'estran, c'est-à-dire la portion de terre recouverte à marée haute, Julien découvre entre deux rochers une petite colonie de moules. Celles-ci sont des moules sauvages. Elles ne deviennent jamais aussi grosses que celles du poissonnier, qui sont en fait élevées par l'homme. Voici un élevage de moules. Au départ, les larves de ces coquillages sont collectées sur des cordes. Le mytiliculteur, c'est-à-dire l'éleveur de moules, enroule ces cordons chargés de petites moules autour de piquets appelés bouchots, régulièrement inondés à marée haute. Au bout de quelques mois, les moules sont assez grosses pour être récoltées. Profitant de la marée basse, le mytiliculteur vient cueillir le fruit de son élevage. Il s'agit de faire vite pour ne pas se faire surprendre par la marée. Un coup de couteau bien placé et la corde chargée de belles moules se retrouve dans une caisse. Une fois récoltées, les moules sont transportées dans un atelier où elles sont soigneusement nettoyées et triées avant d'être vendues dans le commerce. À proximité de la baie où sont installés les élevages de moules, existent aussi de grands parcs à huîtres. Julien est invité à visiter une de ces fermes à coquillages. Les huîtres pondent au début de l'été. Après quelques semaines, les larves se métamorphosent pour devenir de petites huîtres. Plus tard, les éleveurs les mettent dans des gros sacs rassemblés dans des parcs. Ceux-ci sont retournés régulièrement pour que les huîtres se développent harmonieusement. Là, elles grossissent pendant plusieurs mois en se nourrissant de plancton. Julien est intrigué par ce drôle de coquillage en forme de caillou et se demande comment les adultes peuvent aimer ça. Au bord de l'océan, il existe également des élevages de poissons, comme les dorades, les soles, les saumons ou les turbots. Voici justement des turbots élevés en captivité dans des bassins d'eau de mer.
Ce sont de curieux poissons plats qui possèdent 2 yeux sur la même face. Pourtant, ils naissent avec un œil de chaque côté, comme leurs congénères. Julien assiste au tri des turbots que les éleveurs viennent de pêcher pour les vendre ensuite. Ce poisson a en effet une chair délicieuse. Les turbots d'élevage sont nourris avec des granulés dont ils raffolent littéralement. Avant de repartir pour la maison, Julien ne peut résister à l'envie de voir les bébés turbots dans leur bac. Ils ne sont pas faciles à attraper et surtout, il ne faut pas leur faire de mal. Pendant ses vacances, Julien a découvert la navigation à voile. Il sait aussi ce qu'est un bateau de pêche. Son oncle lui a promis de lui faire découvrir maintenant d'autres sortes de bateaux en visitant un port de commerce. Chaque jour, les mers et les océans sont traversés par de grands bateaux qui transportent toutes sortes de marchandises d'un continent à l'autre. Ces cargos ne peuvent accoster que dans des ports aménagés pour eux. Aujourd'hui, un cargo fruitier est arrivé d'Argentine avec une cargaison d'oranges et de pamplemousses. Les fruits sont déchargés à l'aide d'une énorme grue. Impossible de compter les oranges, il y en a vraiment trop. Ils sont ensuite stockés dans des hangars avant de repartir en camion vers toutes les villes d'Europe. Les dockers, les hommes qui déchargent les bateaux, ont offert des fruits à Julien. Il est tout fier de pouvoir déguster une orange avant tous ses petits camarades. Un peu plus loin, un cargo est en cale sèche pour être réparé. C'est l'occasion pour Julien d'approcher et de toucher l'impressionnante hélice du bateau. Julien n'aurait pas imaginé qu'il pouvait exister des bateaux aussi gigantesques et se demande encore comment cette masse d'acier peut flotter. Vu d'en haut, depuis le poste de pilotage, c'est encore plus surprenant. Le pont de ce méthanier, un cargo qui transporte du gaz, ressemble à une véritable usine. Julien a la chance de pouvoir se promener sur un des plus grands remorqueurs du port. La visite est bien compliquée. Comment ne pas se perdre au milieu de ces ponts, de ces passerelles et de tous ces escaliers ? Sur le dernier pont, Julien voit le radar qui tourne. Un lieutenant lui explique son fonctionnement. Le balayage continuel du radar transmet des informations qui sont transcrites sur un écran où apparaît le dessin des côtes environnantes. Julien trouve cela vraiment étonnant. Comment ne pas avoir envie de prendre les commandes d'une telle merveille ? Canal 8. Les remorqueurs sont indispensables au bon fonctionnement du port. Ils aident les cargos à circuler dans les chenaux d'accès au quai.
Les cargos sont tellement grands et lourds qu'ils ne peuvent se diriger seuls pour entrer ou sortir du port. Les remorqueurs sont tout petits, mais ils ont des moteurs très puissants, ce qui leur permet de tirer les plus grands cargos jusqu'à la pleine mer, où ils les laisseront ensuite poursuivre leur route par leurs propres moyens. Ce cargo fruitier reviendra quelques semaines plus tard avec, à son bord, une nouvelle cargaison. L'oncle Marc a offert à Julien un petit matériel de plongée. Cet après-midi, la marée est haute et la mer calme. C'est l'occasion idéale de l'essayer. Arrivé au bord de la mer, Julien se prépare. Aidé par son oncle, il met ses palmes. Le plus simple pour se déplacer avec ses encombrantes chaussures est de marcher à reculons. Il mouille ensuite son masque pour empêcher la buée de se former à l'intérieur et l'ajuste. Attention aux fuites, car il n'est pas agréable d'avoir de l'eau salée dans les yeux. Le voici enfin équipé en homme grenouille, prêt à découvrir la richesse du monde sous-marin. Marc l'accompagne, car les courants et les vagues peuvent être dangereux. Entre deux rochers, il fait une première rencontre. Un poisson se promène rapidement. C'est une vieille. Derrière les rochers, une belle fleur ondule dans le courant. Non, ce n'est pas une fleur, mais un ver marin appelé spirographe. Il vit dans un tube et ses fines tentacules forment un magnifique panache. Plus loin, un ormeau, sorte de coquillage plat, est surpris en train de brouter de petites algues et se laisse tomber sur le fond. Julien, de plus en plus à l'aise dans ce nouvel élément, est heureux comme un poisson dans l'eau. Il plonge plus profond et tombe nez à nez avec une araignée de mer. Effrayée, celle-ci s'enfuit et s'empêtre dans une touffe d'algues dont elle ne peut se débarrasser. Elle s'énerve et menace le plongeur avec ses pinces. Julien préfère la laisser tranquille et poursuit son exploration. Notre ami aurait bien envie de s'approcher des anémones, mais il reste à distance, car il sait que les piqûres de certaines d'entre elles font très mal. Quel plaisir de nager sous l'eau, mais on ne peut pas y rester trop longtemps. Julien et son oncle ont donc décidé d'aller admirer tranquillement d'autres animaux de mer dans un grand aquarium. Voici un phoque, un mammifère vivant souvent en groupe qui va et vient au milieu des vagues. Il nage très souvent sur le dos pour chasser et remonte à la surface pour prendre la nourriture déposée par les gardiens. Les phoques mangent plusieurs kilos de poissons par jour. Quelque chose bouge dans l'aquarium. C'est une raie. Ce poisson plat est capable de prendre la couleur du fond. En plus, il s'enfouit dans le sable, ce qui lui permet d'échapper à la vue de ses prédateurs. Ne sors pas de l'eau.
Dans un autre bassin, Julien peut toucher quelques animaux inoffensifs, comme cette anémone de mer qui veut avaler son doigt. Furieuse d'avoir perdu sa proie, elle se venge sur un Bernard l'ermite qui n'est pas d'accord non plus et s'agite pour libérer sa patte. Julien approche une étoile de mer d'une palourde. Ses bras très forts lui permettent d'ouvrir les coquillages pour les dévorer. La palourde le sait bien et s'enfuit le plus vite possible. Dans un autre aquarium, Julien découvre un animal bien étrange accroché à une herbe par la queue. Sa tête ressemble à celle d'un cheval. C'est un hippocampe, petit poisson fascinant qui nage en agitant vigoureusement ses deux petites nageoires placées sur son dos comme deux petites ailes. Le monde de la mer est vraiment extraordinaire. Ce matin, après des heures de croisière, le voilier de l'oncle de Julien arrive en vue d'une île. Notre ami a passé la nuit dans une couchette étroite que les marins appellent une bannette. L'équipage est debout depuis longtemps, mais ce sont des cris d'oiseaux qui ont réveillé Julien. Le bateau approche en effet d'un îlot où nichent des milliers d'oiseaux de mer, groupés en grandes colonies très bruyantes. Parmi eux, voici les fous de Bassan. Ce sont les plus grands des oiseaux de nos côtes. Ils se nourrissent au large en plongeant dans la mer de plusieurs dizaines de mètres de haut. Julien est descendu sur l'île pour s'approcher. Sur les rochers, il découvre des dizaines de cormorans qui se reposent au soleil. Ces oiseaux sont également d'excellents nageurs, capables de plonger très longtemps à la recherche des poissons dont ils se nourrissent. Mais contrairement à celles des autres oiseaux plongeurs, leurs plumes ne sont pas très imperméables. Après quelques plongées, ils doivent donc passer de longs moments au soleil pour les faire sécher. Au milieu de l'été, certains cormorans couvent encore sur leur nid, installés dans les falaises dominant la mer. Un peu plus loin, Julien découvre avec étonnement une petite bande d'oiseaux très discrets, dissimulés au milieu des galets de la plage. Ce sont des bécassos et des gravelots. Ceux-ci commencent à se rassembler avant d'entreprendre leur migration vers les pays chauds où ils passeront l'hiver. Mais les oiseaux de mer les plus abondants sont sans aucun doute les goélands et les mouettes. Julien a appris à les reconnaître. Celles-ci, avec leur tête toute noire, sont des mouettes rieuses. Au milieu de l'été, elles changent de plumage et deviennent presque entièrement blanches. Les mouettes font souvent bon ménage avec les goélands. Ceux-là sont beaucoup plus gros, mais comme les mouettes, ils se nourrissent de toutes sortes de détritus qu'ils trouvent au bord de l'eau ou en mer. Les jeunes goélands sont entièrement tachetés de brun, alors que leurs parents sont facilement reconnaissables à la tache rouge qu'ils portent sur le bec.
Les mouettes et les goélands sont tous d'excellents voiliers qui peuvent s'aventurer parfois assez loin au large. Ils sont très intelligents et ont vite compris qu'en suivant les chalutiers, ils pourraient manger les déchets rejetés par les pêcheurs lorsqu'ils trient les poissons. Ils savent même reconnaître le bruit particulier des moteurs qui remontent les filets et attendre patiemment pour profiter de l'aubaine. Revenu sur le bateau à la fin de la journée, Julien distribue les restes de son goûter aux goélands. Bientôt, il aidera l'équipage à hisser les voiles pour rejoindre le port. Dans la maison de ses vacances, Julien a trouvé toutes sortes de livres sur la mer. C'est intéressant, bien sûr, mais il préfère encore s'y promener et décide de partir le long de la côte. Le bord de l'océan n'a pas toujours le même aspect. Parfois, la mer est bordée de hautes falaises, déchiquetées et inaccessibles, dans lesquelles seuls certains oiseaux savent se percher et y faire leur nid. Le long de cette côte existent souvent de petits chemins très anciens appelés chemins des douaniers. En effet, la côte est une frontière naturelle, autrefois surveillée par les douaniers qui parcouraient ces chemins. Aujourd'hui, ils sont devenus d'agréables sentiers de promenade au bord desquels il fait bon pique-niquer. À certains endroits, les attaques des vagues et des marées répétées pendant des milliers d'années ont usé les rochers pour les transformer en grosses pierres polies très amusantes à parcourir. Dans cet univers de rochers salés et battus par les vents, quelques maigres lichens parviennent à vivre en compagnie d'autres plantes spécialisées et comme eux, peu exigeantes. Les vagues qui s'écrasent en permanence contre les rochers offrent un joli spectacle. Mais attention à la douche lorsque l'une d'elles est plus forte que les autres. La promenade se poursuit tranquillement sur le chemin des douaniers à la découverte d'autres paysages. À sa grande surprise, Julien découvre qu'au milieu des galets, certaines plantes parviennent à pousser sans problème. Celle-ci est la morelle douce amère. Elle est rare, mais il faut s'en méfier. En effet, c'est une plante toxique qui sécrète un poison assez violent. Les plages de galets ne sont pas très confortables pour prendre des bains de soleil. Cela ne dérange pas vraiment Julien, qui cherche surtout des cailloux assez plats pour faire de beaux ricochets.
Mais les galets ne sont pas éternels. Sans cesse, la mer les fait rouler, les use doucement et les réduit au fil du temps en sable très fin. Ainsi naissent les plages. Lorsque la côte est basse et plate, le sable de la plage, poussé par le vent, se déplace et forme de petites collines appelées dunes. Ces dunes sont aussi en perpétuel mouvement. Pour éviter leur déplacement, on met en place des palissades de bois et on plante des végétaux appelés oyas qui freinent l'action du vent. Les plages de sable accueillent elles aussi des plantes particulières qui aiment la chaleur et la sécheresse. Ce sont les chardons, les liserons rampants et de jolies graminées appelées queues de lièvre. Finalement, son oncle et sa tante ont choisi un bel endroit pour les vacances. Cette portion de côte où se mélangent plage et falaise est vraiment merveilleuse.